Un château sombre et menaçant se dresse à l'horizon, projetant une ombre immense sur le monde. Son apparence menaçante annonce que le jugement de l'humanité a recommencé. Un jeune héros serre les dents d'angoisse, accablé par le destin cruel qui l'oblige à reprendre les armes pour sauver l'humanité de l'extinction. Sur son trône orné de crânes, un seigneur démon au sourire narquois se prélasse paresseusement, amusé par le cycle répétitif des luttes mortelles. Du haut de son siège surélevé, il considère les humains en contrebas comme totalement insignifiants, indignes d'un second regard. Le héros se tient devant le trône, le dos droit, une simple épée fermement serrée dans la main. Alimenté par une fureur vertueuse, il explose de colère, affirmant avoir tout fait pour éviter cette catastrophe. Cependant, le seigneur démon conteste ses dires, plongeant le héros dans la tourmente. Ses compagnons, stupéfaits, le voient trébucher sous le poids de la question perçante du démon. Soudain, un flashback le montre engagé dans une confrontation tendue avec un ancien allié. Une femme observe la confrontation avec une expression sombre, tandis que l'homme trahi se demande pourquoi il a été choisi pour être sacrifié. Désespéré, le héros tente de justifier ses actes passés, arguant qu'il n'avait d'autre choix que de consentir à un sacrifice atroce pour le bien commun. La voix froide de la femme tranche la tension, exigeant qu'il affronte la vérité. Elle le presse sans relâche, se demandant si sa « vérité » n'est pas simplement un mensonge commode qu'il se raconte pour apaiser sa conscience. Le souvenir se transforme en une ruine ardente, où le propre professeur du héros se tient devant lui tel un bourreau, prononçant une terrifiante prophétie funeste. Son ancien allié, Guk, se penche vers lui promettant un avenir sombre, fait de souffrance et de déchéance. Gonuk le condamne, scellant son destin par une sombre prédiction de disgrâce et d'échec. L'ampleur des sacrifices consentis devient évidente lorsque le héros et ses compagnons se retrouvent encerclés par une horde d'âmes damnées. Ses camarades tombés au combat, autrefois alliés, le regardent désormais avec des yeux brillants, lui souhaitant une éternité de tourments et de désespoir. Mais le héros refuse de céder, défiant les fantômes de son passé et défiant leur hypocrisie. Son regard de défi se porte alors sur un autre personnage clé de ce jour tragique, celui qu'il appelait autrefois « grand frère ». Avec une expression de trahison totale gravée sur son visage, il affronte enfin la personne qui était la plus proche de lui dans ces instants fatidiques. Son regard se pose à nouveau sur Ayansi, qui se détourne, ses pensées trahissant un lien secret avec l'homme que le héros vient de condamner. Paniqué, il la cherche désespérément tandis que le souvenir s'effrite autour de lui. Son visage reste un masque d'indifférence froide, sans réconfort ni explication. Une goutte de sueur perle sur son visage tandis que le poids de ses décisions passées s'abat sur lui. Les âmes damnées l'entraînent vers le sol, leur murmure condamnant Gonuk tandis qu'il la regarde, impuissant, les abandonner tous. Il se débat contre les fantômes de ses camarades, affirmant avec frénésie que ce n'était pas le résultat qu'il avait prévu ou souhaité. Sa main se tend depuis l'abîme, lançant un ultime appel désespéré, tandis qu'il est rongé par le poids écrasant de sa culpabilité. Une voix faible perce le cauchemar, l'appelant par son nom et le tirant des profondeurs de ses souvenirs obsédants. Il se réveille en sursaut dans son lit, le visage ruisselant de sueur, lorsqu'on l'informe que les préparatifs de l'inspection sont terminés. La scène se déroule dans un sinistre établissement de haute sécurité, laissant entrevoir une situation fragile et étroitement contrôlée. Vêtu d'un costume élégant, il marche aux côtés des chercheurs, discutant de l'augmentation alarmante du nombre de chasseurs confinés. Un scientifique s'excuse rapidement pour une erreur verbale, révélant l'atmosphère intense qui l'entoure et la pression qu'il subit. Son regard s'attarde sur une cellule lorsqu'ils évoquent Sigmund, un personnage puissant dont la présence aurait pu changer le cours des événements. D'un ton calme et détaché, il approuve la sombre logique qui sous-tend leur décision de sacrifier un être pour empêcher la ruine de l'humanité. Se détournant, il autorise froidement l'agrandissement du centre de confinement, prenant une nouvelle décision lourde de conséquences. Après son départ, les chercheurs soupirent de soulagement, admettant qu'il est bien plus difficile à gérer qu'ils ne l'avaient anticipé. L'un demande à son collègue s'il rencontre le responsable pour la première fois. L'autre admet que le héros de dos ne correspond pas à la figure légendaire de la conquête de Babel. Une chercheuse acquiesce, trouvant son attitude froide bien loin de l'image héroïque qu'elle attendait. Un collègue plus expérimenté intervient, attribuant au héros son attitude résolue pour la survie de l'humanité. Il explique que c'est lui qui a sauvé tout le monde lorsque les esprits des autres chasseurs ont commencé à se fracturer sous l'immense pression. Leur discussion est brusquement interrompue par un cri perçant provenant d'une des cellules de confinement. Le héros esquisse un sourire narquois, enveloppé d'une aura sinistre, ses pensées se tournant vers Sigmund emprisonné. Un assistant se précipite,
frénétique, exigeant de connaître la source du tumulte. L'assistant lui annonce d'urgence des nouvelles choquantes concernant Ayansi, prenant le héros complètement au dépourvu. Son sang-froid vole en éclats tandis qu'il exige désespérément de savoir ce qui lui est arrivé. L'assistant rapporte une corruption catastrophique qui se propage à travers l'Amérique, avec des alertes d'erreurs rouges clignotant partout. Alors que la corruption menace de s'étendre au-delà des océans, ses subordonnés implorent désespérément son commandement et ses conseils. Paralysé par le regret, le héros réalise que sa brève hésitation a conduit à ce désastre mondial. Se remettant de son choc, il se retourne pour partir, annonçant son intention de gérer la crise lui-même. Ses yeux brûlent d'une fureur glaciale, comprenant que le sort de l'humanité repose désormais sur ses épaules. La scène se transforme en un souvenir tragique, montrant Ayansi, grièvement blessé, appuyé contre lui. Il la serre contre lui, la voix emplie d'angoisse, murmurant son nom. Elle lève les yeux vers lui, sa vie s'évanouissant tandis qu'elle s'adresse à lui avec un titre familier. Dans un paysage désolé d'ossements, elle lui confesse sa foi inébranlable avant de s'effondrer dans ses bras. Une larme s'échappe de ses yeux tandis qu'il la berce, la remerciant pour ses derniers mots déchirants. Il la serre dans ses bras au milieu des ruines de la ville, murmurant son nom avec désespoir. Dans son dernier souffle, elle lui avoue son amour, la main serrée contre son costume. Un sourire doux amer traverse son visage tandis qu'il accepte ses derniers mots sincères. Tandis qu'il la berce, une lumière aveuglante descend du ciel, annonçant un événement qui bouleversera le monde et tout changera à jamais. Il serre fermement son épée, une larme solitaire traçant un chemin sur sa joue, témoignage de sa détermination inébranlable à stopper l'extinction de l'humanité. Le monde lui lance un ultimatum sans équivoque. S'adapter et survivre, ou périr sous le poids des conséquences incommensurables. Ses souvenirs se bousculent, le révélant lançant une charge désespérée contre Babel, la forteresse du Seigneur démon. En plein vol, il percute un redoutable ennemi roux qui fonce sur lui avec une puissance inégalée. Cet adversaire ricane comme un maniaque, annonçant la fin de toute chose en submergeant le héros. Cet ennemi ultime n'est autre que le tyran régnant sur les 12 sièges divins, le chasseur le plus puissant que l'humanité ait jamais connu. Le visage marqué par la cupidité, le tyran jure de s'approprier la force du héros. Il le projette au sol avec une force écrasante, déterminé à absorber sa puissance. Un pilier de lumière aveuglante jaillit de leur affrontement, ébranlant les fondations de la tour. Des débris jonchent le sol tandis que la poussière commence à retomber, laissant derrière lui les traces sinistres du sang frais tachant les dalles de pierre froide. Soudain, une lumière dorée éclatante perce l'obscurité, dévoilant Ayansi. Ses cheveux blonds flottent librement, tandis qu'elle se tient résolue, rassemblant une énergie lumineuse dans sa main pour contre-attaquer. Le tyran se retourne brusquement, surpris par sa présence, mais la considérant rapidement comme insignifiante maintenant que le héros est vaincu. Sans se laisser décourager, Ayansi libère une puissante capacité, remettant en question ses suppositions arrogantes. Par un retournement de situation inattendu, le héros surgit de l'ombre derrière le tyran, enfonçant sa lame profondément dans le flanc de l'ennemi. Le tyran recule, incrédule, incapable de comprendre comment le héros tient encore debout. Avec un sourire suffisant, le héros se moque de son insouciance prévisible. Le tyran ricane, affirmant que cette blessure mineure ne suffira pas à l'arrêter, mais son arrogance s'évanouit lorsqu'une soudaine poussée d'énergie l'enferme dans un cercle magique lumineux qu'il n'avait jamais vu venir. Des chaînes légendaires, Jipénaires, jaillissent du sol, le ligotant complètement malgré ses efforts acharnés. Le héros dévoile sa véritable puissance, invoquant l'avatar divin de Zeus qui plane sur le champ de bataille. Furieux de ce défi, le tyran questionne l'audace du héros, mais ne rencontre qu'un regard de mépris profond. Avec un sourire condescendant, le héros révèle qu'il a déjà vaincu ce soi-disant seigneur démon à 6 reprises. Un éclat de lumière dorée aveuglante annonce le jugement dernier. Le tyran hurle de douleur tandis que les chaînes divines et l'énergie sacrée le consument entièrement. Une explosion colossale engloutit la zone, secouant la tour jusqu'en son cœur. Imperturbable face au cataclysme, le héros plonge tranquillement sa main dans sa poche pour en prendre une cigarette. L'alluma, tira une longue bouffée, observant les vestiges de sa victoire se déposer autour de lui. Jetant un coup d'œil au tyran vaincu, il fit une remarque désinvolte sur les ennuis inutiles causés. Se tournant vers Ayansi, il salue son bouclier parfaitement synchronisé, qui a assuré le succès de leur plan. Le souvenir change une fois de plus, révélant le visage baigné de larmes d'un ancien camarade qui se demandait si sa confiance en lui était mal placée. La scène tragique se déroule, les montrant veillant sur leurs alliés tombés au combat,
exigeant de savoir pourquoi ils n'ont pas été protégés. Des larmes coulent sur son visage tandis qu'elle le confronte, lui demandant si son ambition singulière de vaincre le seigneur démon justifiait un tel prix. En réponse, il tire une dernière bouffée de sa cigarette, un sourire narquois persistant aux lèvres. La vérité éclate au grand jour, il a régressé 13 fois, chaque tentative se soldant par un échec. Chaque ligne temporelle aboutissait à la même conclusion catastrophique, la destruction du monde. Victoire ou défaite, le résultat restait inchangé, la ruine totale. La cause profonde résidait dans une guerre dévastatrice entre des chasseurs surpuissants et le reste de l'humanité. Certains chasseurs, animés par une vision déformée du paradis, cherchaient à fusionner toutes les consciences humaines en une seule. D'autres succombaient à la folie, tandis que d'autres perdaient le contrôle de leur pouvoir, devenant des fugitifs traqués par leur père. Même les chasseurs âgés et les enfants soldats étaient pris au piège de ce cycle sans fin, leur sacrifice alimentant le chaos plutôt que la paix. Réalisant que, quel que soit son moyen de sauver le monde, celui-ci subissait toujours le même sort destructeur, il jette sa cigarette, symbole de son ancien moi cédant à une nouvelle et terrible résolution. Face à Ayansi, il réaffirme sa mission, éliminer non seulement les démons, mais tous les chasseurs qui menacent l'avenir. Il resserre sa main sur son épée, la gravité de sa décision pesant lourdement sur sa main. Sa proclamation glaçante résonne dans le silence, il doit tous les éradiquer. Les yeux d'Ayansi s'écarquillent sous le choc, l'horreur de ses paroles lui s'imprègne. Avant qu'elle puisse réagir, l'acier fendit l'air à une vitesse fulgurante, une trahison exécutée sans hésitation. Ses yeux brillent d'une lumière bleue glaciale, effaçant toute trace du héros qu'elle connaissait autrefois. Il s'éloigne, le visage exprimant une détermination glaciale, ayant franchi une ligne sans retour. Bouillonnant de rage, le tyran se demande comment un jeune homme au pouvoir limité ose le défier. Son œil brillant se plisse, incrédule devant l'audace du héros à croire qu'il pourrait triompher. En réponse, le tyran libère une explosion cataclysmique d'énergie noire, engloutissant le héros dans une tempête de destruction. Une vrille ténébreuse, aussi tranchante et implacable qu'une lance, s'élance avec une précision mortelle. Le héros se prépare, sa puissance s'enflammant en réponse, se préparant à affronter l'attaque de front. L'assaut du tyran frappe juste, transperçant d'une force dévastatrice. Blessé et ensanglanté, le héros recule en titubant face à la contre-attaque brutale. Le tyran ricane face à ses victoires passées, les jugeant insignifiantes. Mais le héros révèle cette fois une différence cruciale, avant d'affronter le seigneur démon, il a éliminé tous les chasseurs qui représentaient une menace pour l'avenir, s'assurant que personne ne se dresserait sur son chemin. Ses pensées se tournent vers l'intérieur tandis qu'il évalue sa situation actuelle. Il réalise que son pouvoir est faible et se demande si abandonner la lance divine Longinus était une erreur fatale. Alors qu'il considère l'arsenal de pouvoir perdu en chemin, le tyran est visiblement ébranlé, se demandant comment le héros connaît de tels secrets interdits. Avec un sourire narquois et sanguinaire, le héros rappelle à son adversaire leurs 6 précédentes rencontres, chacune s'étant soldée par la défaite du tyran. Fixant son adversaire du regard avec une confiance inébranlable, il déclare « Ce combat est déjà terminé ». Le tyran rit, amusé par l'inflexibilité du héros, alors même que la mort approche. Cependant, son amusement se transforme rapidement en fureur lorsqu'il déchaîne une ultime vague cataclysmique d'énergie noire. Le héros baisse la tête, une sombre acceptation imprégnant ses traits ensanglantés. Avec un sourire las, il reconnaît l'inéluctabilité du moment et accepte de mettre fin au cycle, comme le désire son ennemi. Sa main se met à briller d'une énergie faible et menaçante tandis qu'il prépare son coup ultime. Rugissant d'une détermination nouvelle, il jure de détruire démons et chasseurs, se libérant ainsi de la malédiction qui le liait depuis si longtemps. La scène bascule vers une nouvelle année, sous un ciel teinté d'un sombre présage. Le seigneur démon réapparaît au-dessus d'une ville moderne tentaculaire, sa voix résonnant comme le tonnerre, promettant de plonger le monde dans un tourbillon de terreur. Un visage démoniaque colossal emplit les cieux, jurant d'anéantir la dimension et de faire subir à l'humanité des horreurs inimaginables. En un instant, une vague cataclysmique d'énergie pourpre éclate, engloutissant la planète entière. Du point d'impact, une sinistre lumière rouge irradie vers l'extérieur, creusant un gouffre profond dans la terre. Cet événement unique engendre 2888 donjons, les disséminant à travers le monde. De ces failles émergent des hordes infinies de créatures monstrueuses, dont la marche inexorable menace de submerger le monde. Les armées humaines se mobilisent, les soldats tenant bon malgré la peur et l'incertitude. Ordre est donné de tirer, déclenchant des barrages d'explosifs contre les forces d'invasion. Pourtant, leurs armes conventionnelles se révèlent inefficaces,
déviant sans danger les attaques des monstres impénétrables. Les créatures brisent les défenses humaines avec aisance, semant le chaos et forçant une retraite désespérée. Leur puissance militaire étant devenue obsolète, les lignes de front de l'humanité s'effondrent, les laissant sans issue face à l'assaut. Un soldat terrifié hurle tandis qu'un golem imposant lève son poing massif pour l'écraser. Alors que le désespoir s'empare de lui, un mystérieux guerrier descend du ciel, terrassant la bête avec une habileté et une puissance inégalées. Alors que l'humanité est au bord de l'anéantissement, un nouveau type de soldat émerge, les chasseurs. Ces individus possèdent la capacité d'invoquer de puissants avatars, manifestation de leur force et de leur volonté intérieure. Des dieux aux héros légendaires, ces avatars constituent la dernière ligne de défense de l'humanité. Armée de ces nouveaux pouvoirs, l'humanité lance une contre-attaque, repoussant lentement les envahisseurs. La victoire semble à portée de main, mais leur joie est de courte durée. Une fenêtre système s'ouvre devant eux, leur livrant une révélation choquante, la guerre brutale qu'ils ont endurée n'était qu'un tutoriel. L'horrible vérité leur apparaît, ce n'était que le début de leur cauchemar. Leurs visages se tordent de terreur tandis qu'ils réalisent que le véritable combat les attend. Une lumière éclatante jaillit, annonçant un nouveau développement. Que les attend-il maintenant? Seul l'avenir le dira. Les survivants épuisés lèvent les yeux lorsqu'une voix puissante s'adresse à l'humanité entière. Un être divin, l'archange Médatron, descend, révélant qu'elle ne peut plus contenir seule les envahisseurs. Elle sollicite formellement leur aide, son expression traduisant la gravité de la situation. La mission est dévoilée. Ascensionner la tour de Babel et vaincre le seigneur démon à son sommet. Un ultimatum macabre est lancé. Ils ont 20 ans pour réussir, sous peine d'annihilation de leur dimension entière. Mais Médatron offre une lueur d'espoir, promettant aux chasseurs d'atteindre un pouvoir illimité au sein de la tour. Elle promet le soutien total des dieux, assurant aux chasseurs qu'ils ne livreront pas seuls ce combat. Par une ultime bénédiction, le message divin conclut, laissant l'humanité face à son nouveau et redoutable objectif. La scène revient sur la dure réalité du combat, où un chasseur annonce désespérément que ses attaques sont inefficaces face à un ennemi monstrueux. Un chasseur, frustré, déclenche une volée de magie, hurlant à son camarade de bloquer avant que son arrière-garde ne soit anéantie. La panique s'empare lorsqu'une bête colossale et ténébreuse s'abat, forçant les chasseurs terrifiés à se disperser. Un jeune chasseur hurle de défi, refusant d'accepter son sort tandis qu'une bête surgit de l'ombre. Dans un moment de désespoir absolu, une étrange puissance s'éveille en lui, ses yeux s'illuminant d'une lumière violette. Il plante fermement le pied au sol, brisant la pierre sous lui et prenant position. Mais sa nouvelle détermination est de courte durée, il est projeté en arrière dans les airs. Il trébuche, impuissant, le corps inerte, tandis qu'il tombe du champ de bataille. Juste avant qu'il ne touche le sol, une silhouette mystérieuse l'attrape par le col, une cigarette à la main. D'un mouvement du poignet, le nouveau venu envoie sans effort l'énorme bête voler. Agacé par cette interruption, ses compagnons restent bouche bée, stupéfaits par cette démonstration de puissance soudaine et écrasante. La bête enragée lance un regard noir, son œil rouge brûlant de fureur après avoir été si facilement écarté. Pendant ce temps, les autres chasseurs sont en désarroi, se dispersant, terrifiés, face au déchaînement du monstre. Le héros Chubongook esquisse un sourire narquois depuis le sol, une légende révélant qu'il s'agit de sa 13e régression. Le jeune chasseur qu'il vient de sauver gît, hébété, au sol, digérant encore ce sauvetage soudain. Guk remercie nonchalamment le chasseur tombé d'avoir involontairement attiré l'attention du monstre. Il invoque alors un avatar futuriste, lui ordonnant d'analyser le champ de bataille. Alors qu'il s'apprête à partir, une nouvelle escouade de chasseurs arrive enfin en retard sur le champ de bataille. Les nouveaux venus sont choqués de le voir assis sans rien faire, s'interrogeant sur son inaction tandis qu'ils rapportent leur propre perte. Une femme blonde du groupe observe avec intrigation, le reconnaissant d'une précédente rencontre. Il confirme sa question muette d'un sourire narquois, sortant un paquet de cigarettes familier. Il allume calmement une cigarette, la flamme vacillante, se préparant au combat qui l'attend. Avec un sourire satisfait, il confirme que c'est exactement là qu'il veut être. Après une régression, il tire une bouffée pensive, étudiant les écrans de données holographiques qui apparaissent devant lui. Le système identifie le boss comme un minotaure fou furieux, et il évalue rapidement la force de ses alliés, dont Ayansi. Inquiète, Ayansi apparaît à ses côtés, l'appelant avec un titre familier. Elle lui ordonne instamment de se replier. Son profil l'identifie comme une jeune femme de 19 ans dotée d'un puissant avatar. Tandis qu'elle parle,
un autre chasseur lutte contre la bête, lui criant d'arrêter de rêver et de l'aider. Le chasseur, frustré, se tourne vers lui, le visage marqué par l'incrédulité et la colère. Il remet en question la décision de Gug de fumer, mais on lui répond nonchalamment d'attendre 2 minutes qu'il ait fini. Son camarade explose de frustration, l'avertissant que son comportement imprudent le tuera. Imperturbable face au chaos, il tire une longue bouffée de sa cigarette. Avec un sourire dédaigneux, il tourne le dos à ses alliés, s'interrogeant sur leur urgence. Ignorant la prière désespérée d'Aionet, il avance d'un pas assuré vers la bête monstrueuse. Réalisant que la créature est trop rapide pour être suivie, il conclut qu'il n'y a qu'une seule façon de gagner. Un sourire confiant illumine son visage tandis qu'il décide de prédire les moindres mouvements du monstre. Le Minotaure pousse un rugissement furieux, son œil rouge brillant fixé sur son nouveau challenger. Alors que la bête resserre son emprise sur son arme, le regard perçant de Gonuk guette l'ouverture parfaite. Il esquive habilement le coup de hache massif, déclenchant une contre-attaque dévastatrice au moment idéal. La bête hurle de douleur, titubant sous le coup inattendu et douloureux. Un sourire sauvage s'affiche sur son visage, visiblement ravi par la réaction douloureuse du monstre. Il se tord dans les airs, le visage crispé par un sourire fou, tandis qu'il assène un coup de pied brutal. Le coup touche la cible et il se moque intérieurement de la bête pour s'être laissé si vulnérable. D'un éclair de sa lame, il enchaîne avec une puissante entaille descendante, cherchant à mettre fin au combat. Il s'abat avec un ricanement, se moquant de ses alliés qui luttent contre un adversaire aussi pathétique. Une lueur de prédateur brille dans ses yeux, révélant l'excitation qu'il éprouve sur le champ de bataille. Mais sa confiance est brisée lorsqu'une douleur aiguë jaillit de son dos, le prenant complètement au dépourvu. Il serre les dents, baisse les yeux et voit que le bras du monstre lui a transpercé l'épaule. Les griffes du minure s'enfoncent en lui, son étreinte se resserrant, révélant qu'il était loin d'être vaincu. Les yeux rouges de la bête brûlent d'une fureur renouvelée, son grognement sourd annonçant une fin douloureuse. Ses compagnons observent la scène avec horreur, leur stupeur faisant écho aux cris désespérés d'Ayansi lorsqu'elle comprend le piège. Il serre les dents de frustration, réalisant que ses statistiques actuelles n'étaient pas suffisantes pour achever la bête. L'œil rouge et brillant du Minotaure se rétrécit, submergé par la fureur. Sa victoire semblant assurée, il pousse un rugissement assourdissant, prêt à écraser le chasseur capturé. La bête resserre son étreinte, le narguant et menaçant ses camarades. Mais Guk utilise l'élan de la bête contre elle, se libérant d'un coup brutal et décapitant. Une fenêtre système confirme sa victoire, laissant ses alliés stupéfaits par la tournure soudaine des événements. Les résultats du raid défilent, indiquant qu'il a contribué à lui seul à plus de 80% des dégâts. Une avalanche de récompenses et de titres apparaît, confirmant sa domination écrasante. La bataille est gagnée. Il succombe finalement à ses blessures et s'effondre tandis que ses alliés inquiets se précipitent à ses côtés. Ignorant la douleur, il se force à se relever, le visage figé par une résolution farouche. Ses alliés remarquent les dommages catastrophiques à son genou. Conscient de la gravité de son état, il tente de le réveiller, comprenant que ses blessures dépassent la simple magie de guérison. Il maudit intérieurement son imprudence. Frustré par son erreur de calcul à la fin du combat, Ayansi se fraye un chemin à travers la foule et se précipite à ses côtés. Elle invoque une puissante capacité, ses mains rayonnant d'une énergie réparatrice verdoyante. Une fleur de lumière magique se matérialise, un sort de guérison unique se manifestant sur sa blessure. Des particules de lumière verte enveloppent sa jambe. Guérissant lentement sa blessure, elle le supplie d'être prudent, révélant sa peur d'affronter leur famille à l'orphelinat sans lui. Une larme coule de ses yeux tandis qu'elle le supplie de reprendre conscience. Ses doigts tressaillent en réponse, signe subtil qu'il l'entend encore. Il ouvre les yeux et la réprimande d'un ton enjoué de se soucier davantage de leur famille que de lui. Ses pensées dérivent vers elle, se souvenant de la gentille fille avec laquelle il a grandi à l'orphelinat. Le chef du raid, Park Jindé, s'avance pour féliciter les chasseurs épuisés pour leur succès. Les politesses terminées, il passe aux choses sérieuses et annonce la distribution des récompenses. À son ordre, des fenêtres système apparaissent devant les chasseurs, affichant leurs parts individuelles. Guk jette un coup d'œil à son propre butin de volaille, un assemblage de morceaux de monstres communs et de monnaie. Il ricane, dégoûté, trouvant toute cette distribution une farce. Face au chef du raid, il rejette les récompenses, les considérant comme des déchets sans valeur présentés comme des trésors. Il va droit au but, tendant la main et exigeant le véritable prix, la pièce de compétence.
Le système révèle la véritable valeur de sa demande, une pièce légendaire qui confère une compétence permanente et vaut une fortune. Le chef du raid sourit tandis qu'un autre chasseur explose de rage face à la demande de Ganuk pour la pièce de compétence. Il attrape Ganuk par le col, l'accusant d'avoir surgi à la dernière seconde pour dérober le précieux trésor. Imperturbable, Guk se penche vers lui et lui pose une question étrange et humiliante, laissant le chasseur furieux dans une profonde confusion. Il poursuit avec un sourire moqueur, comparant les cris incessants du chasseur aux aboiements d'un petit chien. Le chasseur bouillonne de fureur face à l'insulte tandis qu'Ayanzi, choqué, observe l'escalade de la confrontation. Furieux, il assène un coup puissant, déterminé à faire payer à Guk son insolence. Mais son poing est stoppé net par une force invisible. Pris sans effort en plein mouvement, le chef de raid retient calmement son coup, ordonnant à son subordonné de se retirer, à la grande surprise du chasseur. Les yeux de Ganuk se rétrécissent, reconnaissant instantanément l'habileté unique du géant de bronze, Park Jindé. La peau du chef est devenue bronze, et le chasseur enragé grimace de douleur sous l'impact de son attaque ratée. Le chef du raid s'excuse à la surprise générale, admettant que sa cupidité a eu raison de lui. Il présente la pièce de compétence légendaire, qui confère la puissante capacité de tuer en un coup. Sans un mot, Guk prend la pièce inestimable des mains du chef. Une fois le prix en poche, lui et Ayansi se retournent pour partir. Tandis que le chasseur enragé les regarde partir, celui-ci, furieux, confronte immédiatement son chef. Sa colère est désormais dirigée contre Jindé. Il saisit violemment le chef par le col, s'interrogeant sur sa santé mentale pour avoir donné une telle fortune. Sa rage déborde lorsqu'un autre camarade tente d'intervenir, lui demandant de respecter le capitaine. Jindé tente calmement de calmer la tension, rappelant à son subordonné qu'ils sont tous alliés. Son expression devient sérieuse, laissant entendre que sa décision est plus complexe qu'il n'y paraît. Il explique calmement que ce n'était pas son choix, mais simplement une question de respect des règles. Le chasseur furieux serre les dents, incapable d'accepter la décision déconcertante de son chef. Jindé ajuste calmement son costume et adresse un avertissement sévère à son subordonné concernant son attitude imprudente. Le chasseur enragé pointe du doigt un individu accusateur, jurant que l'excès de confiance de Jindé finira par le perdre. Sa fureur se porte alors sur Guk et Ayansi, leur hurlant dessus tandis qu'ils s'éloignent. Ganuk se nettoie l'oreille avec désinvolture, ignorant complètement le sermon sur leur monde brutal et dominé par les pièces. Le chasseur poursuit sa tirade, tentant de les effrayer avec de sombres avertissements sur le sort des chasseurs tombés au combat. Guk esquisse un dernier geste dédaigneux, exprimant clairement son opinion sur ce conseil non sollicité. Inquiète, Ayansi lui demande s'il va bien, craignant que son comportement ne les mette sur la liste noire des futurs raids. Il la rassure froidement, avouant qu'il n'avait de toute façon jamais prévu de retravailler avec ses ratés. Avec un sourire narquois et confiant, il lui dit qu'il suffise, la laissant sans voix. Yoncé rougit à cette déclaration audacieuse, visiblement troublé par son assurance. Il allume calmement sa cigarette, tirant lentement une bouffée, l'air détaché. Son attention se porte sur sa cigarette, surprise par cette nouvelle habitude qu'elle n'a jamais vue auparavant. Un sourire narquois et confiant se dessine sur ses lèvres tandis qu'il expire, totalement indifférent à sa surprise. Il lui caresse la tête nonchalamment, lui adressant un compliment enjôleur qui la laisse rougissante et sans voix. Son sang-froid se brise lorsqu'elle s'interroge sur son commentaire soudain et trop familier. Son air enjoué s'évanouit lorsqu'il tire une autre bouffée, son regard devenant lointain et pensif. Une vision tragique lui apparaît, il tient Ayansi mortellement blessé dans ses bras dans un paysage désolé et dévasté. Le souvenir persiste sur son visage, marqué par une blessure mortelle, tandis que sa vie s'enfuit. Revenant au présent, son expression se durcit, déterminé à changer cette issue tragique. Ses pensées s'assombrissent, envisageant le jour où il pourrait devoir l'éliminer elle aussi. Le souvenir se déplace vers l'orphelinat où un jeune garçon invoque son avatar, Icar. Un jeune Ganuk est lancé en l'air par le puissant avatar, riant sans sourciller. Les autres enfants se joignent à la fête, flottant autour d'eux malgré la crainte de la désapprobation d'Ayansi. Furieux, Ayansi fait irruption et les réprimande pour leur utilisation imprudente de leur pouvoir à l'intérieur. La jeune Guk, avec insolence, entraîne les autres enfants à la taquiner. Elle serre le poing de frustration, leur rappelant avec colère son âge. Elle se dirige vers sa chambre, déterminée à mettre un terme à ses frasques. La scène se déplace dans sa chambre où il s'apprête à vérifier son état actuel. De retour dans le présent,
il repense à sa 13e régression et au siècle passé à mener cette guerre sans fin. Son écran d'état révèle un affaiblissement d'amusé, une cicatrice permanente due à son combat sans fin qui l'a poussé au-delà des limites humaines. Son expression se durcit à la sombre conscience que cette régression doit être sa dernière. Une boîte d'informations apparaît, expliquant que les pièces du monde sont divisées en rangs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il invoque son élégant avatar futuriste, l'Observateur, pour analyser ses options. L'avatar se tient prêt à contempler le potentiel caché des chasseurs et de leurs invocations. Sa fenêtre d'état révèle plusieurs capacités verrouillées, confirmant que leur véritable potentiel est un pari débloqué uniquement en dépensant des pièces. Mais après 13 régressions, il ne joue plus. Il connaît la bonne réponse. Avec un sourire confiant, il se prépare à investir ses 82 pièces, sachant exactement comment obtenir le meilleur rendement. Il confirme la demande sans hésiter, investissant les 82 pièces dans l'amélioration de son avatar observateur. Tandis que les notifications de montée de niveau envahissent son écran, il songe avec suffisance aux 32 millions qu'il vient d'investir dans son propre pouvoir. Son investissement colossal porte ses fruits lorsque son avatar atteint le niveau 9, débloquant une nouvelle capacité puissante. Avec un sourire confiant, il entame immédiatement le processus de synchronisation avec son avatar. L'observateur pose sa main sur sa poitrine, prêt à analyser et traiter ces informations. Une énergie bleue jaillit tandis que l'avatar commence à se connecter directement à l'être même de son maître. L'avatar recule, submergé par le volume de données accumulées au cours de ses 13 vies. Il lui saisit le poignet, forçant la connexion et déclarant qu'ils n'ont pas le temps pour un processus lent. Il ordonne à l'avatar d'observer son propre avenir en explorant ses souvenirs de régression passée. La visière de l'observateur scintille tandis qu'il assimile l'impossible connaissance des lignes temporelles qu'il n'a pas encore expérimentées. Une lumière aveuglante jaillit de sa chambre, signalant la fin de ce renforcement sans précédent. Une fenêtre système confirme sa réussite, lui octroyant la compétence unique d'éveil forcé. L'observateur confirme que son potentiel a été libéré, se préparant à étendre ses fonctions principales. Sous l'œil approbateur de Gonhuk, il lui ordonne de calculer tous les futurs possibles, activant sa deuxième capacité, la prédiction. Une vague d'informations submerge l'avatar, son corps convulsant tandis qu'il traite l'immense quantité de données. Guk lui ordonne alors de trouver tous les ennemis cachés et de les projeter sur une carte. Sa troisième capacité, la détection, s'active, révélant les cibles hostiles sous forme de marqueurs rouges sur une grille. Alors que l'avatar peine sous la pression, l'observateur atteint sa limite, l'informant que 5 pièces rares de la marine sont nécessaires pour débloquer son pouvoir ultime. Satisfait du bon déroulement de l'opération, il sourit, préparant déjà sa prochaine action grâce aux nouvelles informations. Il congédie l'avatar, désormais amélioré, d'un mot d'éloge et se retourne pour quitter sa chambre. Pendant ce temps, devant le lieu du raid, les chasseurs mécontents se rassemblent dans l'obscurité, discutant de la façon dont Ganuk a dérobé toutes les récompenses. Le chasseur furieux qu'il avait affronté plus tôt saisit sa hache, exigeant de savoir pourquoi leur chef a laissé un individu aussi ridicule s'en tirer. Le chasseur furieux déclare son intention d'éliminer Gonhuk, luttant contre ses propres alliés. Un autre chasseur exprime nerveusement ses doutes, se rappelant la puissance écrasante de Gonhuk face au Minotaure. Une mystérieuse silhouette encapuchonnée balaie cette inquiétude, affirmant que tout le monde est vulnérable à une attaque surprise. Son jeune frère lui demande avec empressement de démontrer une puissante capacité appelée prédation avatar. La silhouette encapuchonnée révèle son ambition de devenir incroyablement fort pour le prochain événement à la tour de Babel. Son plan consiste à cibler l'avatar de Hayansi, doté d'une compétence de guérison rare et puissante. Il jette également son dévolu sur l'avatar de Guiyuk, avec l'intention d'absorber leurs pouvoirs uniques. Consommer leur capacité est la clé pour enfin atteindre le rang d'étant convoité. Mais son complot est interrompu lorsqu'il recule soudainement, frappé par une force invisible. Guk apparaît instantanément, saisissant le jeune chasseur, laissant la silhouette encapuchonnée stupéfaite par cette embuscade soudaine. Une lame ensanglantée scintille dans l'obscurité, ayant atteint sa cible. Guk porte le couteau contre la gorge de son prisonnier, remarquant froidement le manque de satisfaction de l'acte. Les alliés du jeune chasseur le regardent horrifié s'effondrer, son nom crié sous le choc. Mais la silhouette encapuchonnée intercepte l'attaque, sa main rougeoyante bloquant la lame avec aisance. Il sourit, identifiant finalement Guk comme le voleur réputé pour son audace. L'homme le provoque, remettant en question sa force tout en maîtrisant sans effort son coup de couteau. En un éclair, Guk neutralise les deux autres chasseurs,
les projetant dans les airs grâce à des coups précis et paralysants. Il active son sens du combat, se contorsionnant dans les airs pour asséner un coup de pied puissant à son adversaire assommé. Avec une confiance inébranlable, il affirme sa domination absolue en combat humain, laissant son adversaire sous le choc. De loin, le chef du raid, Park Jin-di, observe, incrédule, se demandant comment Gungguk les a trouvés. Le chasseur furieux s'avance, se proposant de s'occuper lui-même de Gonuk. Il libère son propre avatar terrifiant, la monstrueuse bête d'ombre ingolant. La créature grotesque se précipite en avant, croc dénudé, prête à frapper. Gongguk ricane à cette vue, la considérant comme un monstre, et non comme un véritable avatar. Son adversaire ordonne à la bête d'attaquer, la projetant sur Guk. Mais le regard de Guk reste froid et fixe, totalement indifférent à la menace. Il invoque calmement son propre avatar futuriste, l'observateur, pour contrer l'assaut. La visière de l'observateur s'illumine, activant immédiatement sa capacité de prédiction. Elle analyse instantanément les mouvements de l'ennemi, achevant ses calculs en un éclair. Un laser de visée se verrouille sur sa tête, mais il se contente d'un sourire narquois, connaissant déjà la trajectoire de l'attaque. Il esquive facilement l'attaque, peu impressionné par la confiance du chasseur en sa simple vitesse. Avec une agilité incroyable, il se faufile à travers une rafale de coups, anticipant chaque mouvement. Un sourire moqueur traverse son visage tandis qu'il met son ennemi au défi de tenter quoi que ce soit. La confiance du chasseur vole en éclats, son visage se tordant de frustration face à son échec. Il trouve une ouverture et assène un coup précis et dévastateur à la bête ténébreuse. La créature recule sous l'impact, laissant une marque importante, sa silhouette vacillante. Il jette un regard méprisant en arrière, maître du combat. Son adversaire est projeté en l'air, complètement abasourdi par la vitesse et la puissance de la contre-attaque. Avant que son adversaire ne puisse se reprendre, il réduit la distance et lui assène un dernier coup décisif. Le chasseur crie, submergé par la force du coup. Le chef de raid baisse les yeux vers le chasseur abattu, se demandant pourquoi Guk est là. La silhouette encapuchonnée se retourne, énigmatique, lui répondant que leurs motivations sont les mêmes. Il se précipite en avant, révélant qu'il est également là pour éliminer ses rivaux. Les yeux de Gongguk brillent d'une fureur glaciale tandis que son adversaire le traite de meurtrier. D'un coup puissant, Guk projette la silhouette encapuchonnée en arrière. L'homme atterrit, bouillonnant de rage, jurant de mettre fin aux provocations de Gongguk. Mais sa colère se transforme en confusion lorsqu'il réalise qu'il manque quelque chose. Il se fouille frénétiquement tandis que Guk observe calmement la panique se développer. Avec un sourire narquois, Gongguk révèle un pistolet qu'il a récupéré à son adversaire. La silhouette encapuchonnée jure, perplexe quant à la possibilité de porter une arme inutile contre des monstres. Elle rit d'incrédulité lorsqu'une balle l'atteint, ordonnant à ses hommes de battre en retraite. Une fenêtre système confirme que son maître des arts martiaux s'est activé, neutralisant les chasseurs restants. Un sourire malicieux illumine son visage, témoignant de son plaisir face à ce combat à sens unique. Le bruit du coup de feu résonne dans la nuit, ponctuation finale de cette bataille rapide. La silhouette encapuchonnée gît au sol, vaincue, le corps inerte et inerte. Guk se tient debout au-dessus de ses adversaires, l'air froid et détaché. Il plaque la silhouette encapuchonnée au sol d'un pied, s'interrogeant sur les motivations de son adversaire. Pointant son pistolet, il souligne que son adversaire fait semblant d'être à terre. L'homme encapuchonné lève un regard furieux, réalisant qu'il est complètement acculé. Sans hésiter, il appuie sur la détente, délivrant un dernier coup décisif. Guk déclare froidement que son adversaire aurait dû finir le travail la dernière fois. La silhouette encapuchonnée se révèle être le chef du raid, Park Jin-di, dont la compétence de bronzification s'active sous le choc. Il accuse Jin-di d'avoir comploté pour l'éliminer, lui ayant si, puis d'avoir fait porter le chapeau à un subordonné. Le canon de l'arme s'appuie fermement sur la tempe de Jin-di, son déni se laissant faire place à la peur. Guk se moque de lui et demande si la peau bronzée de l'homme protège ses yeux, tandis que Jin-di implore sa vie. Son ton devient sérieux lorsqu'il révèle qu'il sait que Jin-di n'est qu'un membre subalterne de l'organisation secrète des géants. Le visage de Jin-di se tord d'incrédulité, se demandant comment Guk a pu détenir des informations aussi confidentielles. D'un regard menaçant, Guk s'apprête à envoyer un message glaçant au maître de Jin-di. Il prévient que ceux qui vendent leur âme pour de petites récompenses connaîtront une fin misérable aux mains du Sauveur. Jin-di reste bouche bée face à cet avertissement sibyllin, tandis que Gongguk exige une réponse.
Le coup de feu retentit tandis que Jindé hurle de douleur, la balle atteignant sa cible. Il trébuche en arrière, serrant sa main blessée tandis que Guk se tient au-dessus de lui, l'arme toujours levée. Imperturbable face à la violence, Guk allume calmement une cigarette, le visage maculé de sang. Jindé se tord au sol, le corps meurtri par la douleur de cette attaque inattendue. Gongyuk lui saisit le visage avec force, étouffant ses appels à l'aide désespérés. Les yeux de Jindé s'écarquillent de terreur, reflétant le regard froid et impitoyable de son ravisseur. Il braque l'arme sur la tempe de Jindé, ignorant totalement ses supplications. Guk demande froidement quel message il doit transmettre aux puissants supérieurs de l'homme. Jindé écoute avec horreur Guk décrire la fin misérable qui attend ceux qui vendent leur âme. La scène se déroule sur les chasseurs vaincus, lançant un dernier avertissement, le sauveur n'a aucune patience pour les petits joueurs. Il dit à Jindé de se souvenir de ce moment, le visage affichant une satisfaction froide. Jindé recule de douleur lorsque Gongyuk lui ordonne froidement de disparaître. Il le regarde passivement tandis que le chef de raid vaincu se retire précipitamment dans l'obscurité. L'affrontement terminé, il tire une bouffée de cigarette, imperturbable face au sang sur ses mains. Une fenêtre système confirme sa victoire, qualifiant officiellement les chasseurs vaincus de gang notoire. Il esquisse un sourire satisfait lorsqu'un nouveau duel d'âme lui apparaît. Sa victoire lui vaut le titre de duelliste du Rive Mortel, consolidant ainsi sa réputation. La scène se poursuit dans un donjon ORC où les conséquences d'une bataille brutale sont pleinement visibles. Un ORC pousse un cri lorsqu'il reçoit un coup puissant et invisible. Gonok, désormais vêtu d'un costume, assène froidement le coup de grâce avec une batte ensanglantée. Le dernier ORC survivant gémit, vaincu, levant les yeux vers son conquérant. La bête terrifiée se rend désespérément, jurant de ne plus jamais faire de mal à un autre humain. Il baisse les yeux, impassible, tandis que le monstre baisse la tête, reconnaissant sa reddition. Il offre à la créature une seule chance de survie, qui repose sur sa capacité à répondre à une simple question. Avec un sourire enjoué, il pose une énigme étrange à propos d'un pétard qui explose en une seconde. Le monstre ne peut que la fixer, complètement déconcerté par cette étrange question. Avant que la créature ne puisse comprendre l'énigme, il se précipite en avant. Le mouvement flou. Une fenêtre système confirme l'activation de sa compétence d'élimination en un coup tandis qu'il assène un coup final dévastateur. Avec un sourire ensanglanté, il révèle la réponse à sa propre énigme tandis qu'une fenêtre système annonce l'élimination de toute l'escouade. Il se tient triomphalement au-dessus de la bête abattue, entouré d'un flot de notifications système détaillant ses récompenses. Ayanzi observe avec inquiétude, s'interrogeant sur ses méthodes impitoyables. Il balaya froidement ses inquiétudes, affirmant que dans ce monde, de tels destins sont inévitables. Avec les 5 pièces de la marine qu'il avait acquises, il invoqua son avatar pour effectuer une dernière amélioration cruciale. Il active sa compétence d'éveil forcé, débloquant la capacité légendaire appelée œil de l'esprit. Une fenêtre système confirma que la capacité ultime de l'observateur avait été débloquée, lui conférant un immense pouvoir. La visière de l'avatar s'illumina tandis qu'elle traitait l'afflux massif d'informations. D'un air satisfait, il déclara que tous ses préparatifs étaient terminés. Ayansi annonça qu'elle avait rassemblé les objets nécessaires et suggéra qu'il retourne à leur académie, mais il se tourna vers elle avec un air sérieux, révélant qu'il ne rentrerait pas tout de suite. Elle est complètement stupéfaite et déconcertée par son changement de plan soudain et mystérieux. Il lui montre leur bagage inhabituellement lourd tandis qu'un cercle magique rougeoyant se matérialise sous les pieds d'Ayansi. Elle halète, soudain prise de conscience, tandis que l'énergie déferle. Reconnaissant le sort de téléportation, l'expression calme de Gongyuk confirme ses craintes. Il savait que cela allait arriver depuis le début. À travers la ville, d'autres chasseurs sans méfiance sont piégés par la même lumière, marquant la grande invocation de la tour de Babel. Un panneau d'information révèle qu'il s'agit d'une invocation forcée où la tour du roi démon enlève périodiquement des éveillés. Un chasseur choisit panique, résistant désespérément à l'attraction du cercle d'invocation. Un être céleste observe la 7e invocation et ne sélectionne que les chasseurs capables de vaincre le roi démon. Elle observe les élus, sachant que tous les plus grands héros de l'humanité ont été rassemblés ici. Par une prière, elle place toute sa foi en ce dernier groupe, persuadée qu'il représente le dernier espoir du monde. Une puissante guerrière rousse rassure l'archange avec assurance, prête à relever le défi, l'ange guerrier, Hazel, jure avec passion de transformer les humains invoqués en armes ultimes. Mais l'archange est saisi d'une étrange impression de déjà-vu, d'une étrange sensation de familiarité. De retour dans le donjon,
les yeux de Guk brillent de concentration tandis que le sort d'invocation opère. Son visage se durcit, résolu à sauver le monde cette fois, quel que soit le sacrifice. Ailleurs, Ayansi garde les yeux clos, inconsciente suite à la téléportation forcée. Ses paupières battent tandis qu'elle reprend lentement conscience dans ce nouveau lieu inconnu. Elle se réveille et trouve Guk à ses côtés, l'appelant dans son état second. Ses yeux s'écarquillent de confusion tandis qu'elle contemple la majestueuse architecture inconnue qui les entoure. Il l'informe calmement qu'ils sont arrivés à l'intérieur de la tour de Babel, entourés d'une foule d'autres chasseurs invoqués. Parmi eux, un chasseur chauve et imposant jauge la compétition d'un regard froid et calculateur. Un chasseur à l'allure puissante, portant un chapelet, évalue calmement les autres élus sélectionnés par Babel. La salle est un mélange de peur et d'agressivité, certains chasseurs paniquent tandis que d'autres observent la scène avec mépris. Gonuk observe la foule tendue, percevant l'hostilité palpable dans l'air. Ayansi interroge le petit nombre de personnes, se rappelant que l'invocation devait être massive. Elle scrute la pièce, confirmant ses soupçons, il y a beaucoup moins de chasseurs que prévu. Il explique calmement que les autres doivent être dans d'autres secteurs, la laissant perplexe. Gonuk révèle la structure de la tour, expliquant que la population se raréfie aux étages supérieurs. Elle s'enquiert de leur prochaine action, mais il lui assure avec assurance que des instructions sont en route. Avec un sourire entendu, il déclare que l'explication est sur le point de commencer, la laissant perplexe. Une onde de choc soudaine traverse la salle, projetant les chasseurs pris au dépourvu dans toutes les directions. Une silhouette démoniaque descend dans un tourbillon d'énergie violette, souhaitant la bienvenue aux chasseurs à la tour de Babel. Il se présente comme Kresti, le serviteur du roi démon, souriant narquoisement à leurs expressions perplexes. Les chasseurs invoqués restent bouche bée, réalisant enfin qu'ils sont en présence d'un véritable démon. Kresti propose avec condescendance d'expliquer les règles du premier étage aux humains désemparés. Il lève un doigt pointu, prêt à énoncer la première loi de la tour. Des écrans holographiques apparaissent devant les chasseurs, révélant qu'ils seront classés selon leur performance. Le système détaille un système de points pour éliminer des monstres de difficulté variable. Il révèle qu'après 3 semaines, seuls les 50 meilleurs chasseurs sur 200 survivront. Avec un sourire sadique, il promet d'éliminer personnellement quiconque ne sera pas sélectionné. Un chasseur enragé refuse de se laisser intimider, défiant avec défi l'autorité du démon. Le chasseur pointe du doigt d'un air accusateur, rappelant au démon qu'il est largement dépassé en nombre par les humains invoqués. Le démon esquisse un sourire narquois, amusé par la bravade du chasseur, tandis qu'une énergie sombre crépite dans sa main. Mais avant qu'il puisse mettre sa menace à exécution, Kresti déclenche une explosion dévastatrice, le terrassant instantanément. Les chasseurs alentour observent avec horreur, stupéfaits par la riposte rapide et impitoyable du démon. Gonuk reste calme, reconnaissant le démon comme Kresti, l'un des commandants les plus puissants du roi démon. Krui brandit nonchalamment une pièce bleue, révélant qu'il a déjà pris une récompense à sa première victime. Ses yeux brillent d'une puissance maléfique, car il est identifié comme le tristement célèbre Kresti des cieux de la foudre. Le corps du chasseur tombé convulse, exemple brutal des règles mortelles de la tour. Alors que le corps tombe, Guk examine une pièce bleue similaire dans sa main, comprenant sa signification. Alors que les autres chasseurs sont encore sous le choc, le démon se prépare à annoncer la deuxième règle, encore plus terrifiante. Avec un sourire sadique, il révèle la deuxième règle de la tour, plus brutale. Une fenêtre système explique que la mort signifie laisser tomber 20% de ses pièces, que les autres chasseurs se précipitent aussitôt pour récupérer. Un chasseur parvient à arracher une pièce précieuse du sol au milieu du chaos, mais sa prise est aussitôt contestée lorsqu'un autre chasseur lui immobilise la main avec son pied. Le chasseur chauve dégaine une dague, menaçant son nouveau rival et exigeant ses pièces. Kresti observe les luttes intestines avec amusement avant de lever la main pour annoncer la troisième règle. Il déclare que pendant les 2 premières semaines, le meurtre est interdit dans la zone de sécurité, forçant le chasseur chauve à reculer à contre-cœur. Le chasseur fusille du regard les joueurs les plus faibles, son expression annonçant clairement une violence future. L'avertissement du démon flotte dans l'air, devenez fort en 2 semaines ou devenez la proie de vos alliés. Kresti se réjouit de la scène, trouvant l'avidité et la trahison de l'humain digne d'un spectacle. Kresti offre un service spécial, les yeux brillants de malice tandis qu'une énergie violette crépite dans sa main. Ayansi crie un avertissement tandis que le démon révèle une règle secrète visant le chasseur possédant le plus de pièces. Elle tente désespérément d'intervenir, mais le démon claque des doigts, déclenchant un puissant sort.
Gonuk reste imperturbable, le regard fixe et intense tandis que l'éclair violet s'abat sur lui. Une explosion massive éclate au-dessus de lui, semblant l'engloutir dans une tempête d'énergie destructrice. Ayanzi, inquiète, s'approche de lui, mais il confirme calmement qu'il est indemne de l'attaque. Elle lève les yeux, confuse, se demandant comment il a survécu à l'assaut direct du démon. Un ange en armure descend de la lumière, annonçant la 4e règle qui interdit aux êtres célestes et démoniaques de nuire aux humains. Un éclair d'acier révèle que l'ange a intercepté l'attaque du démon à la dernière seconde. L'ange Azel atterrit, réprimandant le démon pour ses méthodes et exigeant qu'il accomplisse son devoir avec plus de cruauté. Le démon le fusille du regard, reconnaissant l'ange nouvellement arrivé comme étant Azel. Il esquisse un sourire narquois, déplorant que son arrivée ait gâché son plaisir au moment même où les choses commençaient à devenir intéressantes. Ses yeux brillent de malice tandis qu'il s'apprête à révéler la dernière règle cruciale de la tour. Les deux êtres s'affrontent, représentant les quêtes et les exploits opposés proposés aux chasseurs. Il est révélé que les humains sont libres de choisir leur allégeance, s'alignant soit sur les anges, soit sur les démons. Azil lance un avertissement sévère, ordonnant aux chasseurs de se battre de toute leur force s'ils veulent survivre. Cruisti ajoute que plus les humains deviennent forts, plus leurs protecteurs célestes et démoniaques grandiront. Avec un rire triomphant, Azel déchaîne une vague de puissance qui disperse les chasseurs pour mettre leur détermination à l'épreuve. L'ange se tient baigné d'une lumière divine, symbole du pouvoir qui attend ceux qui choisissent son camp. Un chasseur désespéré la supplie de ressusciter son ami tombé, mais elle refuse froidement, affirmant que c'est au-dessus de ses forces. Les chasseurs paniqués encerclent l'ange, exigeant désespérément des informations sur la survie dans la tour. Tandis qu'Azel tente de calmer la foule affolée, Guk a déjà tourné le dos au tumulte. Il appelle Ayoni à le suivre, la laissant complètement déconcertée par sa décision. Elle s'interroge sur ses actions, se demandant pourquoi il ignore le briefing potentiellement crucial de l'ange. Il congédie l'ange avec assurance, affirmant qu'elle ne propose que des quêtes, ce qu'il comprend déjà. La scène se déplace vers le terrain de chasse du rez-de-chaussée, révélant une garnison gobeline lourdement fortifiée. Deux gardes gobelins, alertés de leur présence, observent la scène avec confusion. L'alarme retentit tandis que les gobelins s'arment pour affronter les humains. Avant qu'ils ne puissent réagir, un gobelin est terrassé par un coup rapide et décisif. Gonuk se tient au-dessus de la créature vaincue, posant nonchalamment une batte ensanglantée sur son épaule, un sourire narquois et confiant. Il sourit, expliquant aux gobelins que leur seul but est de l'aider à accumuler rapidement des points. Les gobelins enragés leur lancent un regard noir, leurs armes scintillantes, prêts à l'assaillir. Ils raillent leur charge féodale, considérant toute la horde comme de simples faibles. Ils font sans effort leur rang et assènent un coup puissant au premier gobelin qui l'atteint. Un gobelin désespéré balance son arme avec frénésie, espérant porter un coup chanceux à l'humain écrasant. Mais il se déplace comme un tourbillon, parant chaque attaque d'un seul mouvement fluide de sa batte. Son sourire narquois s'évanouit, remplacé par un regard d'intensité froide et concentrée, tandis qu'il évalue les menaces restantes. Il esquive juste à temps, un projectile fracassant le sol à l'endroit où il se tenait. Ses yeux se rétrécissent lorsqu'il repère la source de l'attaque. Un archer gobelin perché sur une falaise. Une complication agaçante. L'archer gobelin le fixe, incrédule. Stupéfait qu'un humain puisse posséder les réflexes nécessaires pour esquiver son attaque surprise. Yancy bondit et abat son arme sur l'archer gobelin. Elle annonce fièrement sa victoire depuis la falaise, brandissant une poêle à frire comme arme de prédilection. Il esquisse un sourire approbateur avant de reporter son attention sur la horde restante d'impuissants coups. Avec une aisance maîtrisée, il parcourt une rafale d'attaques. Sa batte est floue au milieu du chaos. Un seul coup puissant propulse l'un des gobelins dans les airs. Son cri de guerre s'interrompit. Sa batte finit par lâcher, pliée et brisée par la force de son assaut incessant. Il jette négligemment l'arme détruite, observant avec dédain le champ de gobelins tombés. Ayancy le regarde avec admiration, remarquant sa force écrasante, mais il rejette le compliment. Son attention se porte aussitôt sur elle, l'exhortant à se dépêcher de récupérer le butin sur leurs ennemis tombés. Elle s'interroge sur son urgence soudaine tandis qu'il jette un coup d'œil à une fenêtre lumineuse du système, l'air de plus en plus tendu. Il explique la disposition du premier étage, révélant cette donjon avec 3 cibles principales. Son explication se concentre sur le donjon des égouts, révélant une salle secrète cruciale appelée le berceau de Peseron. D'un air déterminé, il insiste sur la nécessité d'atteindre la pièce secrète avant leurs rivaux.
Sa confusion se mue en suspicion lorsqu'elle le confronte, exigeant de connaître sa véritable identité. Elle lui plaque une arbalète dans le dos, l'accusant d'avoir fait quelque chose à l'homme qu'elle a connu. Imperturbable face à l'arme, son regard reste fixe, conscient que sa couverture est enfin découverte. Elle révèle que ses soupçons grandissent depuis l'incident du donjon du Minotaure. Elle se souvient de l'homme gentil, doux et pourtant lâche qu'il était autrefois, un contraste saisissant avec sa personnalité actuelle. Un souvenir glaçant de sa récente personnalité impitoyable lui traverse l'esprit. Elle conclut que son comportement cruel et son imprévoyance impossible prouvent qu'il est un imposteur. Il croise son regard intense, attendant calmement sa question sur sa véritable identité. Les mains levées, il tente de la rassurer en lui disant qu'il est toujours la même personne qu'elle a toujours connue. Il l'atteste en lui demandant si elle se souvient de souvenirs précis de leur enfance commune à l'orphelinat. Un flashback révèle son jeune moi, toujours en train de causer des ennuis juste pour être près d'elle lors des photos de groupe. Il lui rappelle un autre souvenir où sa proximité avec elle a rendu un autre garçon jaloux. Malgré les souvenirs partagés, elle reste sceptique, arguant que sa personnalité a trop changé. Il révèle calmement que dans le donjon du Minotaure, il a eu un aperçu du futur dans 20 ans. Il explique que ce phénomène a été provoqué par son avatar, l'Observateur, qui lui a accordé une vision douloureuse. La vision lui révéla leur destin tragique après avoir été invoqués à la tour de Babel, où ils finiraient par tomber. Il conclut que la véritable raison de son changement soudain et radical est d'avoir été témoin de ce sombre avenir. Ayansi dénonce son mensonge, affirmant que l'Observateur n'a pas le pouvoir de prédire l'avenir. Il admet que la première vision qu'il a eue était sa fin tragique aux mains du Minotaure. Il précise que l'Avatar lui a montré ce sombre avenir pour une raison bien précise. Il révèle que c'était pour s'assurer d'avoir les connaissances nécessaires pour la protéger, quel qu'en soit le prix. Il lui rappelle sa promesse de toujours la protéger. Son vœu sincère la laisse rougie et complètement désarmée, ses doutes s'évanouissant. Submergée par l'émotion, elle le serre fort dans ses bras. Alors qu'elle s'excuse de ses doutes, son expression devient pensive, reconnaissant son intuition perspicace. Il la réconforte tout en admettant intérieurement qu'il ne s'agit que d'une énième histoire inventée pour expliquer ses changements. 2 jours plus tard, la scène se déplace dans le sombre cachot des égouts. À l'intérieur, 2 hommes rats encapuchonnés aux yeux rouges brillants se précipitent, poignards dégainés, mais ils sont abattus en un instant, leur attaque surprise se soldant par une défaite rapide. Ayansi observe avec dégoût, se demandant jusqu'où ils doivent s'aventurer dans les égouts infects. Pendant ce temps, Guk écrase impitoyablement un autre homme rat, étouffant son dernier cri. Il observe calmement le carnage, annonçant avec assurance qu'ils ont presque atteint leur destination. Pour localiser leur cible, il invoque son élégant avatar futuriste, l'Observateur. Il active immédiatement sa compétence ultime, le légendaire œil de l'esprit. Un rayon d'énergie jaillit de l'Observateur, révélant un passage secret dissimulé dans le mur du donjon. À l'intérieur de la salle secrète, il découvre une grande statue imposante, confirmant ses soupçons. Sans hésiter, il tend la main et active un interrupteur caché au socle de la statue. Une fenêtre système lui demande de dépenser 3 pièces de la marine pour déverrouiller le berceau. Il confirme la transaction sans hésiter tandis que l'épée de la statue se met à briller. Une notification confirme que le premier étage du berceau est déverrouillé, une immense porte de pierre s'ouvre devant eux. À l'intérieur se trouve une chambre mystérieuse avec un unique piédestal lumineux en son centre. Yanzi admet qu'après tout ce qu'il a fait, elle n'est plus surprise par ces découvertes impossibles. Il s'approche d'une tablette de pierre brillante avec un sourire entendu, ayant trouvé exactement ce qu'il cherchait. D'un air assuré, il l'avertit que la suite pourrait bien la surprendre. Une fenêtre système confirme son autorisation tandis qu'il pose la main sur la tablette, déclenchant une lumière éclatante. Une nouvelle notification annonce que la boutique a été déverrouillée. Tandis que des cartes holographiques tourbillonnent autour d'eux, la boutique révèle que des avatars légendaires comme Thor et Zepho sont à vendre, un marché secret pour les plus puissants. La boutique propose des objets légendaires de rang SS, dont un livre de compétences et une épée puissante, à des prix exorbitants. Ayansi est stupéfait par la boutique secrète, mais Guk l'identifie calmement comme le berceau de Peseron. Il explique que c'est un endroit où les riches peuvent acheter le pouvoir de devenir des héros. Son attention est attirée par une machine d'échange de pièces, élément clé de son plan. Il convertit avec assurance son énorme réserve de 1500 pièces violettes en 6 précieuses pièces de la marine. La transaction terminée, Ayansi observe avec surprise l'ampleur de sa fortune. Le système lui recommande alors un nouvel avatar compatible,
au prix de 5 de ses nouvelles pièces. Elle se demande si cela signifie qu'elle peut manier 2 avatars, mais il rejette rapidement l'idée. Il précise que chaque chasseur ne dispose que d'un seul emplacement d'avatar, qu'il faut agrandir pour en acquérir davantage. Alors qu'elle lui demande comment obtenir plus d'emplacements, il lui dit brusquement de ne pas acheter l'avatar recommandé, la laissant perplexe. Il le rejette comme un déchet, insistant sur le fait que son avatar actuel est bien supérieur. Au lieu de cela, il trouve exactement ce qu'il cherchait, une pierre d'évolution rare. Il invoque son propre avatar, l'observateur, se préparant à une amélioration significative. Sans hésiter, il dépense les pièces et confirme l'achat, initiant l'évolution. Une fenêtre système annonce une nouvelle frontière pour l'observateur. Alors que sa forme commence à changer, l'avatar s'élève dans un rayon de lumière, subissant une puissante transformation. Il reconnaît la première de ses nouvelles formes potentielles, le prophète, une vision familière de son passé. D'autres formes puissantes apparaissent comme option, chacune étant la clé des 12 sièges divins légendaires. Il les contourne toutes, choisissant une option finale mystérieuse qu'il connaît intimement, le maître du jeu. Le système confirme son choix, verrouillant la voie du maître du jeu et entamant l'évolution finale. Une fenêtre système détaille la voie du maître du jeu, promettant une capacité ultime appelée extension d'autorité. L'œil de l'avatar brille d'une lueur rouge menaçante. Alors que la transformation s'intensifie, sa nouvelle forme se matérialise, vêtue d'un élégant costume et crépitant d'énergie violette. Le MJ de l'avatar révèle son apparence fantomatique, maître du jeu lui-même. La scène se poursuit au plus profond du donjon des égouts, où trône une puissante silhouette. Le boss final se révèle, le redoutable roi Rati, souverain des égouts. Le roi Rati est alerté de leur présence, une image fantomatique d'un ancien lui apparaissant à ses côtés. Le roi reconnaît qu'un adversaire a enfin atteint sa salle du trône. Son compagnon spectral grogne d'impatience, sentant les nouveaux arrivants. Les portes massives s'ouvrent brusquement, révélant Gonguk et Ayansi prêts à affronter le boss final. Le roi Rati ricane à la vue de seulement 2 adversaires, sous-estimant leur force. Mais son arrogance est brisée lorsqu'une attaque surprise lui tombe dessus. Guk esquisse un sourire narquois, défiant avec assurance le boss enragé de porter le combat à lui. Le roi des égouts grogne, parant une attaque suivante avec sa lame massive. Guk dévie sans effort le puissant contre-coup. Des étincelles jaillissent de l'impact. Le compagnon spectral du roi canalise une énergie obscure, préparant un assaut magique. Repoussé par la force, Guk campe sur ses positions, refusant de se laisser submerger. Le roi Rati le domine, levant son arme pour une frappe descendante dévastatrice. Le boss déclenche une attaque spéciale, un fléau imparable conçu pour écraser sa cible. Guk plisse les yeux, concentré, tandis qu'il prépare une riposte précise à cette attaque mortelle. Il esquive de justesse l'attaque, semblable à un fouet, ses réflexes poussés à leur limite. L'attaque du boss percute son arme dans une pluie d'étincelles, étourdissant son adversaire. Le boss spectral salue son impressionnante manœuvre défensive avec un sourire pensif, mais ignore sa compétence, révélant une grenade fumigène pour changer de tactique. La créature lance la cartouche, qui explose dans un épais nuage de gaz désorientant. Ayansi lance l'alarme, la vue complètement obscurcie par le soudain nuage de poison. L'expression de Gonguk se durcit, reconnaissant ce schéma d'attaque agaçant et familier. Dans la fumée, une vrille sombre, semblable à un fouet, jaillit à une vitesse fulgurante. La vrille frappe droit, blessant son épaule et le faisant saigner tandis qu'il serre les dents de douleur. Le boss spectral le surplombe depuis le gaz, profitant de son avantage momentané. Une fenêtre système confirme que le poison l'affaiblit, drainant sa santé et ralentissant ses mouvements. Agacé par la ruse du rat, il serre sa blessure et appelle son partenaire. Yancy reconnaît le poison sanguin et prépare immédiatement une contre-mesure. Elle invoque son puissant avatar, la déesse du sanctuaire, qui se matérialise dans un tourbillon d'énergie divine. D'un air assuré, elle lance un sort de détoxification pour aider son compagnon. Une fleur magique éclot sur son épaule, neutralisant instantanément les effets du poison. Complètement remis, il saisit une nouvelle arme et défie le roi des égouts de poursuivre le combat. Ayansi vise avec son arbalète, prête à lui créer une ouverture. Elle tire un coup précis, attirant l'attention du boss spectral. Saisissant l'occasion, Guk assène un coup dévastateur à la créature distraite. Le boss spectral se précipite en avant, furieux de l'apparente prétention de Guk. Il rugit de fureur, son œil brillant fixé sur sa cible, se rapprochant pour la tuer.
Mais Guk ignore le fantôme et assène un coup fatal au véritable roi Rati. Une fenêtre système confirme l'activation de sa compétence, tuer en un coup, mettant ainsi fin au combat contre le boss. Ayansi est stupéfait par leur victoire, tandis que le boss spectral observe la scène avec un mélange d'amusement et de critique. Le fantôme conclut que malgré leur talent, ils ne sont pas encore assez forts pour conquérir la tour. Guk invoque son avatar, activant son œil mental pour révéler l'invisible. L'avatar du maître du jeu se verrouille immédiatement sur le boss spectral, l'identifiant comme le véritable roi des égouts, Chamandi. D'un air calme, Guk se tourne et s'adresse directement à la silhouette fantomatique. Chamandi le fixe avec incrédulité, stupéfait qu'un humain puisse percevoir sa forme spectrale. Le roi spectral commence à raconter son histoire, un récit qui remonte à 400 ans, lorsque des monstres envahirent son monde de Peseron. Il explique comment lui et 6 autres héros se levèrent pour défendre leur foyer, s'aventurant dans la tour de Babel pour stopper l'invasion. Leurs efforts furent vains, les forces de Babel se révélèrent trop puissantes et ses camarades furent complètement submergés. Il révèle le dénouement tragique. Son monde entier fut englouti par la tour, son destin scellé. Ayansi l'écoute, sous le choc, peinant à comprendre l'idée d'un monde entier englouti. Le roi spectral fait un geste vers le boss vaincu, révélant un lien troublant entre lui et lui. Il révèle que le monstre qu'ils viennent de combattre n'était qu'une copie artificielle, une imitation déformée de lui-même. Chamandi explique que tout son peuple a été transformé en monstre, leur monde brisé est transformé en donjon pour la tour. Il prévient que même après 4 siècles, ce sombre processus de conquête ne s'est pas arrêté. La tour poursuit son expansion sans fin, envahissant et absorbant d'innombrables autres mondes pour alimenter sa puissance toujours croissante. Ayansi comprend les implications terrifiantes. S'ils échouent, leur monde subira le même sort. Le roi spectral confirme ses pires craintes, prévenant que la terre sera absorbée par la tour, tout comme son monde. Guk interrompt la sombre leçon d'histoire, décidant qu'ils en ont assez entendu pour le moment. Une fenêtre système le récompense pour avoir découvert les secrets de la tour et lui accorde un nouveau titre. En récompense spéciale, il reçoit une pièce blanche rare, laissant Ayansi s'interroger sur son utilité. Son avatar nouvellement évolué, le maître du jeu, se matérialise pour expliquer la véritable valeur de la pièce. L'avatar révèle son incroyable fonction, elle permet de débloquer un emplacement d'avatar supplémentaire. Le maître du jeu utilise immédiatement la pièce, activant sa compétence d'extension de permission pour ajouter un nouvel emplacement. Sa capacité d'avatar ayant doublé, il déclare avec assurance que leurs affaires dans les égouts sont terminées. Alors qu'il se tourne pour partir, le roi spectral révèle qu'en 4 siècles, ils sont les premiers à l'avoir aperçu. Le roi spectral offre son pouvoir, jurant de les aider à conquérir la tour. Une fenêtre système lui suggère d'accepter l'avatar de rang A+, laissant Ayansi sans voix. Elle s'émerveille de la chance incroyable d'avoir reçu gratuitement un avatar aussi puissant, mais Ganuk rejette froidement l'offre, jugeant l'avatar de rang A+ trop bas pour ses besoins. Son refus laisse Ayuni perplexe et le roi spectral profondément anéanti. Alors qu'il s'éloigne, le roi insulté rugit de fureur contre l'humain insensé. 4 jours plus tard, l'ange Azil tient sa cour dans la zone du village au rez-de-chaussée. Une mystérieuse silhouette encapuchonnée se ferait un chemin à travers la foule des chasseurs rassemblés. La capuche s'abaisse, révélant Ayansi, le regard empli d'une nouvelle détermination. Elle s'approche de l'ange avec assurance, prête à rejoindre officiellement la compétition de classement de la tour. L'ange Azil demande le nom d'Ayansi pour l'inscrire à la compétition. Elle demande à s'inscrire anonymement, un choix que l'ange trouve étrange. Avec un léger sourire narquois, Azil confirme que l'inscription est terminée. Le classement se met instantanément à jour, révélant qu'une chasseuse anonyme a atteint la 2e place. Stupéfaite par son rang élevé, elle reçoit la bénédiction d'une chasseuse classée, augmentant ses statistiques. Les chasseurs alentours murmurent de surprise, s'interrogeant sur l'identité de la nouvelle venue anonyme. Un chasseur méfiant la confronte, s'interrogeant sur son identité et remarquant son visage inconnu. Ses compagnons se joignent à eux, exigeant que la mystérieuse classée révèle son visage en retirant sa capuche. Paniquée par cette attention non désirée, elle réalise que son plan pour rester inaperçue a complètement échoué. Vue d'en haut, la scène révèle qu'elle est désormais au centre de l'attention, entourée d'une foule de chasseurs intrigués. Ailleurs, Guk concentre son esprit, se préparant à faire son entrée remarquée dans la compétition. Il invoque calmement son avatar nouvellement évolué, le tout-puissant maître du jeu. D'un regard déterminé,
il ordonne à son avatar de se connecter au système et d'enregistrer son score. Le maître du jeu active sa compétence d'extension d'autorisation, obtenant ainsi les droits d'administrateur sur le réseau de la tour. De retour au village, un avertissement système clignote, alertant tous les chasseurs d'une anomalie. La foule lève les yeux, confuse, tandis que le système annonce une mise à jour du classement par un chemin anormal. Sur le classement principal, un score grimpe à une vitesse incroyable, brouillant les chiffres. Les chasseurs restent incrédules tandis que le score continue de grimper en flèche, atteignant des milliers. Le classement final s'affiche, montrant un chasseur anonyme, X, en tête avec un incroyable total de 13 210 points. La foule reste sans voix, réalisant que le score de ce nouveau joueur est supérieur à celui des 9 suivants réunis. La foule éclate de confusion et exige de connaître l'identité du mystérieux joueur X. Même l'ange Azel et son compagnon remettent en question la légitimité du score, soupçonnant un bug du système. Mais Azil réalise que le score n'est pas le problème. Quelqu'un a trafiqué le système d'enregistrement lui-même. Ses yeux se rétrécissent tandis qu'elle réfléchit à la véritable anomalie derrière cet événement sans précédent. Elle conclut que le véritable mystère réside dans l'individu assez puissant pour accomplir un tel exploit. Ailleurs, Ganyuk observe le chaos se dérouler dans l'ombre avec un sourire satisfait. Ayansi profite de l'agitation pour se faufiler discrètement dans la foule distraite. Sa fuite est interrompue lorsqu'elle tombe sur un chasseur gravement blessé, gisant au sol. Elle se précipite à ses côtés, alarmée par la gravité de ses blessures. Le chasseur vaincu lui ordonne de partir, croyant son sort scellé, mais elle refuse de l'abandonner. Elle s'apprête à invoquer son avatar pour soigner le chasseur tombé. Un avertissement télépathique de Ganyuk l'arrête, lui ordonnant de ne pas révéler son pouvoir en public. Un chasseur chauve et menaçant intervient, lui disant de se mêler de ses affaires. Il l'attrape agressivement par l'épaule, insistant pour qu'elle laisse l'homme blessé tranquille. Réfléchissant vite, elle feint le soulagement et s'excuse, remerciant l'homme pour son aide. Elle demande astucieusement au voyou de s'occuper du chasseur blessé, prétextant qu'elle est pressée. Le chasseur chauve acquiesce avec un sourire narquois et promet de bien prendre soin de lui. Il assène alors un coup violent au chasseur sans défense, révélant ses intentions cruelles. L'homme blessé est projeté à terre tandis qu'Ayansi recule rapidement. Les spectateurs identifient l'agresseur comme étant Igor le voyou, un chasseur récemment déclassé. La voix de Kak l'avertit par télépathie que s'engager avec le voyou est une mauvaise idée. Le tyran poursuit son assaut, lui ordonnant de partir, sa victime étant déjà une cause perdue. Avec un sourire narquois et cruel, Igor déclare son intention de s'emparer des pièces du chasseur tombé. Le visage d'Ayansi se durcit, sa patience visiblement mise à rude épreuve par les agissements du voyou. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une fenêtre système annonce l'activation de la psychokinésie, le projetant au sol. Le voyou est cloué au pavé par une force invisible, sonné par la soudaine riposte. L'ignorant, elle s'agenouille et offre un objet réparateur lumineux au chasseur blessé. La boule de riz magique irradie une douce lumière, promesse de guérison pour l'homme tombé. Igor se débat impuissant au sol, réalisant qu'il est complètement immobilisé par sa puissante compétence. Elle regarde le voyou cloué au sol, froidement, révélant qu'il s'agit d'une compétence de rang qu'elle a récemment acquise. Elle le regarde avec mépris, s'interrogeant sur ses choix de vie et son ego surdimensionné. La brute est furieuse, profondément humiliée par sa démonstration de force. Tandis qu'elle s'éloigne calmement, la brute immobilisée hurle des menaces de vengeance. Pendant ce temps, le chasseur qu'elle a sauvé sert l'objet de guérison, sa foi en l'humanité semblant restaurée. La nourriture magique rayonne d'un pouvoir réparateur tandis qu'il exprime sa gratitude pour sa gentillesse. La scène se déplace aux abords du terrain de chasse du rez-de-chaussée, une zone boisée et tranquille. Au cœur des bois se dresse une cabane en rondins isolés, identifiée comme la cachette d'Igor. De retour à sa base, un Igor furieux fait irruption, ordonnant à son compagnon de se préparer pour une chasse. Il déclare son intention de traquer la mystérieuse femme, jurant de lui faire payer l'humiliation. Mais son compagnon l'arrête et lui demande s'il a déjà entendu les rumeurs concernant un puissant utilisateur de psychoinétique venu de l'Est. Igor, furieux, attrape son compagnon et lui ordonne de se préparer pour leur traque. Sa rage se transforme en choc lorsqu'il découvre que son partenaire, Jacob, a déjà été abattu. Une révélation terrifiante lui apparaît, si sa cachette a été percée, il est la véritable cible. Ailleurs, Gonghua observe calmement la panique du voyou sur un écran holographique. Il esquisse un sourire satisfait, révélant qu'il est la force invisible qui tire les ficelles.